Bienvenue pour cette exploration au cœur de la formation planétaire. Aujourd'hui, on va parler d'une découverte qui a fait pas mal de bruit, une observation du télescope spatial James Webb, le JWST. Oui, bonjour. Une découverte assez fascinante en effet. On va s'appuyer sur des extraits d'un article scientifique qui s'appelle « Découverte JWST, disque planétaire atypique au CO2 ». L'idée, c'est de décrypter ça ensemble, voir ce que ça implique pour notre compréhension de comment naissent les planètes. Alors, on se situe loin, à 8000 années-lumière, dans une nébuleuse NGC 6357. On regarde une jeune étoile, XUE10, et surtout son disque protoplanétaire. C'est là que tout se joue pour les futures planètes. C'est ça, le berceau des planètes. Et la grosse surprise, c'est que là où on s'attendait à trouver de la glace d'eau, on pensait ça crucial pour les planètes comme la Terre, eh bien, les chercheurs ont trouvé beaucoup de dioxyde de carbone. De CO2. Exactement. C'est un peu comme si, dans une recette de cuisine bien établie, on remplaçait un ingrédient clé par un autre, complètement différent. Ça bouscule des idées bien ancrées depuis des décennies. Alors, décortiquons ça ensemble. Oui, c'est une observation qui interpelle vraiment. Pour bien comprendre pourquoi c'est si marquant, il faut se rappeler le rôle qu'on donnait à l'eau. Dans nos modèles classiques, la glace d'eau, située un peu plus loin de l'étoile, là où il fait assez froid pour qu'elle reste solide. La fameuse ligne des glaces, c'est ça ? C'est ça. Voilà, exactement. On pensait que cette glace était une source majeure de matière solide et d'oxygène aussi, pour former les embryons des planètes rocheuses dans la zone plus interne. Trouver autant de CO2, là, ça remet en cause ce scénario, disons, standard. Justement, avant qu'on explore les explications, pourquoi cette fixation sur l'eau ? Qu'est-ce qui la rendait si indispensable dans ces modèles que son absence ou cette substitution par le CO2 soit si significative ? Eh bien d'abord, l'eau H2O, elle est faite d'hydrogène et d'oxygène. Et ce sont, après l'hélium, les éléments les plus abondants dans l'univers. Donc logiquement, on s'attend à en trouver beaucoup. D'accord, une question d'abondance. Oui, et puis il y a cette histoire de changement d'état. Glace, vapeur, à des températures qui définissent justement cette ligne des glaces. C'est une frontière chimique et physique majeure dans le disque. On pensait que la glace d'eau, juste au-delà, était un énorme réservoir de matière solide pour construire les planètes. Et qu'elle pouvait apporter de l'eau aux planètes internes plus tard. C'est ça. Soit par migration de grains de glace, soit piégés dans des petits corps, les planétésimaux, qui bombardent ensuite les planètes internes. Et puis, il faut dire que notre propre système solaire semblait confirmer ça. De l'eau liquide sur Terre, des lunes de glace partout. Ça renforçait l'idée d'un ingrédient universel. Alors voir le CO2 prendre cette place dans la zone interne, chaude de SUE10, ça suggère que cette universalité, elle est peut-être pas si absolue que ça. D'accord, je comprends mieux pourquoi ça jette un pavé dans la mare. Et c'est là que le JWST est incroyable, non ? Comment il arrive à voir cette chimie si loin ? Tout à fait. Le Webb observe en infrarouge. Et dans ces longueurs d'onde, les molécules comme l'eau, le CO2, le CO, le méthane, elles ont des signatures spécifiques, comme des empreintes digitales lumineuses quand elles absorbent ou émettent de la lumière. Ah oui ? Et les instruments du JWST, MIRI, NIRSPEC, sont hypersensibles. Ils peuvent décomposer la lumière venue de ces disques lointains et lire ces signatures moléculaires. C'est ça qui a permis de voir cette anomalie, cette abondance de CO2 autour de UX10. On n'avait tout simplement pas cette précision avant. C'est fou. Revenons à UX10. L'article insiste bien, c'est dans la région interne du disque qu'il y a beaucoup de CO2, là où on attendait le haut pour former des planètes rocheuses. Ce contraste est vraiment saisissant. Oui. Alors, comment on explique ça ? L'article avance deux hypothèses principales, c'est bien ça ? Oui. Face à ce résultat un peu déroutant, il y a deux grandes idées qui émergent. La première, elle pointe du doigt l'environnement de l'étoile. L'idée, c'est que le disque aurait subi un rayonnement ultraviolet UV très très intense. Des UV intenses, d'où il viendrait ? De XUE10 elle-même ou d'à côté ? Et pourquoi ça toucherait l'eau plus que le CO2 ? Bonne question. Ces UV pourraient venir de l'étoile XUE10 si elle était très active, jeune, ou alors, et c'est peut-être plus probable vu qu'elle est dans un amas d'étoiles NGC 6357. Ah oui, un environnement dense. Voilà. Ces UV pourraient venir d'étoiles massives très chaudes dans le voisinage. Ces amas sont souvent des milieux assez violents. Et le truc, c'est que les photons UV très énergétiques, ils peuvent casser les molécules. C'est la photodissociation. D'accord. Or, la molécule d'eau H2O, elle est assez fragile face à ça.
Elle peut être cassée en H et OH. Le CO2, lui, est une molécule plus robuste, plus difficile à casser par les UV. Donc, si ce bain d'UV a été très fort très tôt, il aurait pu nettoyer l'eau. En quelque sorte, il aurait pu détruire une bonne partie de l'eau dans les couches externes du disque interne, ou empêcher qu'elle se condense efficacement sur les grains. Tandis que le CO2, plus résistant, serait devenu le composant dominant parmi ce qui reste. D'accord. Donc, première piste, un environnement agressif qui détruit l'eau. Si c'est ça, qu'est-ce que ça implique? Si l'hypothèse UV est la bonne, ça veut dire que l'endroit où naît une étoile et son système planétaire est crucial pour la chimie des planètes. Les étoiles nées dans des amas denses, près d'étoiles massives, pourraient former systématiquement des planètes internes pauvres en eau. Peu importe la composition de départ du nuage. C'est l'idée. Ce serait un facteur d'environnement qui domine. Ça voudrait dire que notre système solaire, qui est né probablement dans un coin plus tranquille, ne serait pas forcément représentatif. Et ça mettrait l'accent sur l'histoire de l'irradiation UV comme une variable clé. C'est une perspective assez différente. Et l'autre hypothèse, quelle est l'alternative proposée? La deuxième hypothèse, elle est radicalement différente. Elle ne mise pas sur une destruction par l'environnement, mais sur la composition de départ des matériaux. L'idée, c'est que le nuage moléculaire qui a donné naissance à SDM10 et à son disque était dès le début intrinsèquement plus riche en carbone sous forme de CO2. Ou plus pauvre en eau? Oui, ou les deux, par rapport à ce qu'on considère comme normal, comme la composition solaire, une sorte de recette chimique primordiale différente. Une chimie différente à la base. Ça voudrait dire que les grands nuages où naissent les étoiles n'ont pas tous les mêmes ingrédients. Exactement. Ça suggère qu'il pourrait y avoir une diversité chimique dans ces nuages à travers la galaxie, ou même localement. Certains pourraient être enrichis en carbone ou avoir subi des processus chimiques particuliers avant même que l'étoile ne se forme. Et si le disque hérite de cette composition, eh bien la distribution des molécules sera différente dès le début. L'article suggère même que la dynamique pourrait changer. Si l'eau est moins abondante, elle pourrait être plus facilement repoussée vers l'étoile ou confinée très loin, laissant le CO2 dominer la zone de formation des planètes telluriques. Anormal dès le départ par sa composition. C'est un peu le débat de l'inné et de l'acquis, mais pour les planètes. C'est une bonne image, oui. L'hypothèse UV met en avant les processus évolutifs, l'environnement. L'hypothèse de la chimie initiale insiste sur la diversité des conditions de départ. Et ça soulève une question énorme. Est-ce que notre système solaire vient d'un nuage typique ou juste d'une des nombreuses recettes possibles? Et donc, savoir laquelle est la bonne pour XUE10, c'est crucial. Oui, ou si c'est un mélange des deux. Ça nous en dirait long sur la variété des chemins possibles pour former un système planétaire. Alors justement, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous, pour notre propre système solaire? Est-ce que ça change notre vision de la formation de la Terre? Potentiellement oui. Si des planètes peuvent se former dans des zones internes très pauvres en eau mais riches en CO2, ça veut dire que le chemin qu'on a suivi n'est peut-être qu'une option parmi d'autres. Ça relance le débat sur l'origine de l'eau sur Terre, alors? Tout à fait. On se demande depuis longtemps si l'eau terrestre était là dès le début ou si elle a été livrée plus tard par des comètes, des astéroïdes venus de loin. Cette découverte, elle renforce l'idée que cette livraison tardive pourrait être très importante, surtout si des planètes rocheuses se forment initialement à sec. Et ça pourrait aussi vouloir dire qu'on doit revoir notre définition d'une planète habitable. Peut-être que des mondes riches en carbone et pauvres en eau peuvent quand même avoir des conditions intéressantes à leur surface, par d'autres mécanismes. Ça ouvre une perspective assez vertigineuse sur la diversité des planètes. Si on prend encore plus de recul, qu'est-ce que cette découverte nous dit sur les recettes globales de l'univers pour fabriquer des planètes? Elle suggère très fort que l'univers est un cuisinier beaucoup plus inventif qu'on ne le pensait. Il n'y a sans doute pas une seule recette unique pour faire une planète rocheuse. Les ingrédients initiaux, la chimie du nuage... Les conditions de cuisson, comme l'environnement, les radiations... Exactement. Et les processus internes au disque, comme la migration des planètes. Tout ça peut varier énormément. Et donc la gamme de planètes qui en résulte pourrait être bien plus large. XUE10, c'est peut-être le premier exemple qu'on voit d'une voie de formation dominée par le carbone dans les zones internes. Des mondes carboniques? Potentiellement, des planètes avec une géologie, une atmosphère radicalement différente des nôtres, même à des distances similaires de leur étoile. Donc oui, c'est un argument fort pour une plus grande diversité intrinsèque des exoplanètes. C'est passionnant. Évidemment, comme vous disiez, une seule observation ne suffit pas. Il faut d'autres exemples, plus de données. L'article parle des outils futurs qui pourraient aider. Oui,
La prochaine décennie va être clé. L'article mentionne surtout l'ELT, l'Extremely Large Telescope, qui est en construction au Chili, et aussi l'extension d'ALMA, le grand réseau de radiotélescopes. L'ELT, qu'est-ce qu'il apportera de plus? Avec son miroir géant de presque 40 mètres, il aura une résolution et une sensibilité incroyables en infrarouge. Il pourra en théorie zoomer sur ces régions internes des disques, comme celui de XE10, avec beaucoup plus de détails. Cartographier les molécules, voire détecter des protoplanètes. C'est l'idée. Cartographier où se trouve exactement l'eau, le CO2, le CO, etc. à différentes distances de l'étoile. Ça permettrait de tester les hypothèses. Par exemple, chercher des traces directes de la destruction de l'eau par les UV ou mesurer très précisément les rapports entre carbone, oxygène, hydrogène. Et ALMA, dans tout ça, il observe déjà les disques, non? Oui, mais ALMA voit mieux les régions plus froides, plus externes, là où il y a les grands réservoirs de glace et les gros grains de poussière. L'extension d'ALMA permettra de mieux cartographier ces zones, de mesurer la masse et la composition des solides. Donc une vision complémentaire. Exactement. En combinant le JWST pour le gaz chaud et les petites poussières internes, l'ELT pour un zoom détaillé sur l'intérieur et ALMA pour les réservoirs externes et les gros grains. On aura une image beaucoup plus complète. L'enjeu, c'est de savoir si XUE10 est juste une bizarrerie ou le début d'une nouvelle catégorie de disques. Il faudra observer beaucoup d'autres systèmes, dans différents environnements. C'est ça, pour voir si notre système solaire était vraiment typique ou plutôt une exception. Bon, si on devait synthétiser le message principal de cette découverte autour de XUE10, je dirais que c'est une belle leçon d'humilité pour nos modèles. Là où on attendait l'eau comme acteur principal, on trouve le CO2. Ça nous oblige à envisager que les chemins pour former des planètes sont bien plus variés qu'on pensait. et que ça dépend soit de la matière première, soit de l'environnement. Voilà, la nature est sans doute plus flexible et diverse dans ses méthodes. Et l'implication la plus profonde, peut-être, C'est cette idée que la diversité des planètes pourrait être encore plus grande qu'imaginée. Si les ingrédients et les conditions varient autant, les types de planètes rocheuses qui en résultent pourraient être très différents, même dans les zones dites habitables. La recette Terre n'est peut-être qu'une parmi d'autres. ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion ouverte par tout ça. Si des planètes peuvent naître dans des conditions si différentes, riches en CO2 et pauvres en eau, qu'est-ce que ça veut dire pour la recherche de vie ailleurs ? Excellente question. Plus exotique, qui pourrait quand même mener à la complexité, voire à la vie. C'est une interrogation fondamentale. Une vie peut être très différente de ce qu'on connaît. Ça redéfinit potentiellement ce qu'on appelle habitable et ça questionne notre place, notre type de planète dans le grand schéma cosmique. Une question qui va certainement nous occuper encore longtemps. Assurément.